Mesdames et messieurs, bonsoir. Les villes et communes de Côte d'Ivoire ne sont pas propres du tout. Tout le monde le dit avec exaspération. Malgré les efforts déployés de temps à autre, la situation demeure encore inchangée et l'insalubrité récurrente, devenue un casse-tête, laisse tout le monde pantois. Maintenant qu'on a dit cela, maintenant que tout le monde le sait, que doit-on faire? Que peut-on faire? C'est cela notre préoccupation ce soir. Et nous avons appelé, comme de coutume, 4 invités pour échanger sur la question. Il s'agit du docteur Omer Kamelan, conseiller technique du ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Bonsoir, monsieur Kamelan. Bonsoir, monsieur Bassile. Juste auprès de vous, il y a monsieur Jules Loukou Kofi, qui est le président du conseil d'administration de la Fédération des réseaux et associations de l'énergie, de l'environnement et du développement durable. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ensuite, monsieur Paulin Claude Danho, vice-président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI, par ailleurs maire de d'Atekoubé. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, monsieur Youssouf Soumaoro, président de l'ONG Agir pour la propriété des villes de Côte d'Ivoire. En tout cas, merci à vous tous d'avoir accepté d'être venus sur notre plateau ce soir. Lorsqu'on parle de la salubrité ou bien de l'insalubrité, c'est selon, quelle est votre réaction tout de suite? Vous êtes d'accord que la Côte d'Ivoire, nos villes et nos communes sont sales, monsieur Kamelan? Oui, nous sommes d'accord, et le ministère est d'accord, puisque tout le monde le constate. Nos villes sont sales aujourd'hui, et même cette insalubrité a atteint nos villages, qui en son temps étaient des lieux où il faisait bon vivre, où tout le monde avait de bons comportements, où tout le monde mettait tout en œuvre pour améliorer le cadre de vie. Aujourd'hui, nous constatons que nos villes, une grande ville comme Abidjan, les petites villes, les villes moyennes, toutes les villes sont sales. Très bien. En tout cas, on va échanger là-dessus tout de suite. On va se demander pourquoi justement cela échappe au ministère, là où vous êtes. Pourquoi est-ce que les villes sont sales et cela vous échappe? On peut se tromper, ce sera à vous de nous le dire. Monsieur Loukou Kofi, vous le pensez vous aussi? Oui, ça c'est un constat partagé. D'accord. Aujourd'hui, quand vous allez dans tous les villages, vous allez dans toutes les villes, dans les petits quartiers, dès que vous arrivez, pratiquement tout le monde en parle. Et c'est depuis un certain temps qu'on en parle. Et je pense que cette émission va pouvoir bien sûr... Depuis un certain temps, certainement. Oui, effectivement. Oui, cela vous met en colère, je le sens venir. Monsieur Danho Paulin, vous êtes maire, vous êtes vice-président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Certainement, vous avez été interpellé à plusieurs reprises. On vous a dit, les villes sont sales, vos quartiers sont sales. Et vous avez réagi comment? Nous saisissons l'opportunité d'abord au nom de l'UVICOSI, des maires de Côte d'Ivoire, du président Gilbert Kafana Koné, pour dire merci à la RTI qui nous donne l'opportunité de débattre d'une problématique qui concerne la vie du pays et qui touche vraiment à la citoyenneté. C'est pourquoi les villes sont sales, mais il y a des raisons. Et il y a aussi, au fond de cette saleté constatée, il y a un problème majeur que nous devons évoquer avec sérénité devant tous nos concitoyens. Je suis de ceux qui soupçonnent les maires d'avoir pas travaillé suffisamment sur la question. En tout cas, on vous reposera la question pour mieux comprendre. Monsieur Youssouf Soumaoro, quel est votre point de vue là-dessus? Les villes sont sales. Je pense que tout le monde aujourd'hui est d'accord sur ce plateau pour dire que c'est une réalité, le sujet est d'actualité. Et je pense qu'en 2017, je pense que quand on regarde tout le parcours de la Côte d'Ivoire, je pense que depuis 1960 jusqu'à ce jour, on voit qu'il n'y a pas eu une grande évolution. Donc ce sera l'occasion pour nous aujourd'hui de donner en tout cas notre point de vue là-dessus pour que cette Côte d'Ivoire qui se veut émergente à l'horizon 2020 puisse rentrer en tout cas avec sérénité, avec la propreté, en tout cas pour cette émergence que nous souhaitons tant. J'ai envie de dire, depuis que vous agissez sur la chose, agir sur la propriété des villes de Côte d'Ivoire, j'ai envie de dire que beaucoup n'a pas été fait. Mais ce n'est pas grave. Nous allons suivre ensemble cet élément. Dans le quartier Valentin de Angré-Château, c'est dans la commune de Cocody, 2 jeunes ont choisi de travailler sur des sites de précollecte d'ordures sans moyens depuis 7 ans. C'est leur façon d'apporter une contribution à l'assainissement de ces sites de précollecte d'ordures situés en plein cœur de nos quartiers. Et c'est aussi leur moyen de gagner leur vie. C'est un reportage de Koné Pargasoro. Mohamed et son ami Samy vivent dans cette baraque située en plein cœur du quartier Valentin d'Angré Château Extension dans la commune de Cocody. Une baraque qu'ils ont bâtie de leurs propres mains. Elle est située au milieu de ces bacs à ordures. Normal selon eux. Ils doivent régulièrement assainir ces sites de précollecte d'ordures ménagères en mettant dans ces bacs à poubelle les ordures déversées par les riverains. Au chômage, ils se disent fiers d'avoir choisi ce métier.
Le travail est gâté au garage en haut. On travaille là-bas. Donc vraiment, comme le travail est gâté là-bas, c'est ça là, il a aimé pour travailler, pour m'aider un peu, pour voir comment, si je veux me retrouver dans ça. J'ai choisi ce métier bon, pour ne pas voulu. Surtout quand je suis dans ça, même moi, ça ne m'arrête pas, mais je fais mes petits besoins et ça quand même. Une activité qui leur permet de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles respectives. C'est ce petit argent qu'on gagne là. On met aussi à la maison. Maintenant, le peu qui reste à côté, on peut prendre ça pour payer les petits médicaments. On se retrouve. La précollecte d'ordures ménagères, un métier qui n'est pas sans risque pour Mohamed et son ami. On n'a pas de gants, les cache-nez. On a les difficultés pour se soigner parce que l'argent est suffisant. Malgré les difficultés, ils exhortent les jeunes au chômage ou en quête d'emploi à éviter la facilité. Ce que je peux dire à les enfants, à les jeunes, mes catégories, c'est qu'à se lever pour travailler un peu, même si c'est pour aller au marché, pour aller prendre les brouillettes, pour lui, pour travailler. On peut venir ici, mais on peut se défendre ensemble aussi. Tout ça, c'est bon aussi, quoi. Que tu t'assois à la maison pour aller braquer, voler. Quelle que soit la difficulté, comment, tu te lèves pour te donner aussi là. Dieu même va récompenser. Même si tu gagnes 500, 100 francs, rentrer par jour, c'est mieux. Mohamed et son ami se sont tournés vers cette activité de précollecte d'ordures après la destruction de leur magasin à la ferraille d'Adjamé où ils exerçaient le métier de mécanicien auto. Voilà, M. Kamena, je voudrais commencer par vous. En regardant ces jeunes, on admire leur courage, mais en même temps, on se dit que c'est parce que quelqu'un n'a pas pris ses responsabilités. Et vraiment, notre regard est tourné vers vous ou le ministère. Vous auriez fait qu'ils ne l'auraient pas fait eux. D'accord. Bon, en regardant cet élément, il y a quand même quelque chose qui a beaucoup attiré mon attention, c'est que ces deux jeunes sont arrivés dans ce métier parce qu'ils ont perdu leur travail. Le secteur des déchets n'est pas un secteur dans lequel on se retrouve parce qu'on n'a rien à faire. Je voulais que tout le monde sache que le secteur des déchets, c'est un secteur qui est un secteur professionnel. On ne doit trouver dans ce secteur que des gens qui le font de façon professionnelle, qui sont formés et qui ont été formés pour. On retrouve là des jeunes qui sont arrivés là parce qu'ils ont perdu leur boulot. Et le ministère, qu'est-ce que le ministère fait aujourd'hui? Il faut retenir aussi que le ministère a hérité d'une situation. Le ministère, ou du moins la gouvernance depuis 2011, a hérité d'une situation assez difficile. Le secteur est resté dans une situation de précarité, je pourrais dire, une situation peu professionnelle pendant longtemps. Et dans cette situation, on retrouve ces précollecteurs qui ne sont pas formés, qui ramassent les déchets devant vos maisons et qui les déposent juste au coin de la rue. C'est une situation qui aujourd'hui interpelle le ministère. Et le ministère a décidé de prendre le devant. Et le devant que le ministère prend, c'est de recruter des opérateurs qui sont beaucoup plus professionnels. Et ce processus qui a commencé est pratiquement à la fin. D'ici peu, trois nouveaux opérateurs expérimentés vont prendre le relais. Et quand vous dites d'ici peu, c'est quand d'ici peu? Parce que ça dure quand même, et vous avez constaté que c'est parce qu'il y a un vide que ces jeunes-là... Dans le processus, ce que je dis, c'est que dans le processus, la préqualification a été faite, l'appel d'offres a été lancé, les opérateurs vont être recrutés et ces opérateurs vont intégrer les précollecteurs qui vont être formés. C'est-à-dire que quand ces opérateurs vont commencer, on n'aura plus de précollecteurs qui vont se débrouiller en quelque sorte pour gagner leur vie en allant chercher vos déchets. Mais ces opérateurs vont enrôler tous les précollecteurs qui existent, vont les former. Et là, on aura un service beaucoup plus professionnel, un service de qualité qui nous permettra d'obtenir les résultats que tout le monde attend, c'est-à-dire la propreté de nos villes. Sinon, cette situation actuelle, nous le déplorons. Qu'on voit des précollecteurs qui n'appartiennent à aucune organisation, des précollecteurs individuels qui se pointent devant les domiciles, qui prennent de l'argent aux habitants, qui se débarrassent les déchets, mais au lieu de les envoyer au lieu d'élimination indiqué, les déversent au coin de la rue. Cette situation, c'est une situation qui ne peut pas durer longtemps. Moi, je continue de dire qu'on ne peut pas le leur reprocher plus que l'autorité qui devait le faire ne le fait pas. Je continue de penser cela.
l'autorité fait quelque chose. Et puis, on ne peut pas se lever et agir sans réflexion. La réflexion doit précéder l'action. On a réfléchi, on a fait l'analyse de la situation, on a décidé qu'à Abidjan, il faut faire une délégation de services publics à des entités qui s'y connaissent dans le domaine. Et c'est ce processus qui a commencé. Aujourd'hui, le processus est presque qu'à terme. Et ces opérateurs qui vont être recrutés, 3 opérateurs qui vont être recrutés sur la zone d'Abidjan, ces opérateurs vont utiliser les moyens, les dernières technologies pour pouvoir nous donner les résultats que nous tous nous attendons. Très bien. Voilà. Alors là, je voudrais m'adresser maintenant à M. Luku Kofi. J'ai l'impression qu'il y a, pour emprunter l'expression à quelqu'un, qu'il y a des responsabilités qui ont été désertées et qu'aujourd'hui, il existe beaucoup de gens qui ne font pas ce qu'ils doivent faire. M. Luku Kofi. Bien, avant de répondre à cette question, permettez-moi de pouvoir intervenir un peu sur la première que vous avez posée. Et entendre parler de M. Oumer, j'ai cru entendre que c'est parce que les jeunes ont perdu leur emploi, et il a même insisté sur ce fait, ont perdu leur emploi qui se retrouvent là. C'est ce qu'ils ont dit. Oui, et vous avez appuyé. Donc pour ma part, ce n'est pas parce que forcément ils ont perdu leur emploi, et ils peuvent dire ça, mais en réalité, c'est leur manière d'apporter leur contribution pour pouvoir bien sûr lutter contre l'insalubrité. Et pendant plus de 7 ans. À ce niveau, et au vu de l'autorité pendant 7 ans, tout le monde sait que ces jeunes sont en contact direct avec l'insalubrité. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez parlé de formation. C'est bien, vous avez parlé de, des personnes outillées. Ça, c'est bien. Mais pour le faire, l'autorité peut bien sûr les aider à pouvoir bien sûr suivre une formation et être opérationnel avec des outils adéquats pour pouvoir faire ce travail qu'ils ont fait. Mais c'est bien ce que j'ai dit. Mais au niveau de... Vous avez parlé des acteurs. Oui, mais les acteurs. C'est le pouvoir. Mais comme j'ai la parole, je le vais gouvernement finir. Oui, monsieur Luku Kofi. Monsieur Luku Kofi termine. Et oui, puis, concernant les le temps de acteurs, réagir. il faut noter que, pour ma part, il y a d'abord le gouvernement, qui est le premier acteur. Et au haut niveau, il y a le cabinet du Premier ministre, qui est le chapeau et qui doit bien sûr faire en sorte que tous les ministères, puisqu'il s'agit des questions de l'environnement, et ce problème d'insalubrité, il faut que tous les ministères s'accordent pour pouvoir lutter. Et il ne faudrait pas que ce soit le ministère en charge de l'insalubrité, de l'environnement et du développement durable, de la salubrité, de l'environnement et du développement durable seulement, mais tous les ministères. Imaginez-vous, on vient de construire une nouvelle route. Et sur cette route, on voit les ordures, les eaux usées. Le ministère des infrastructures économiques doit intervenir. Imaginez-vous une école, les ordures qu'on vient de voir tout à l'heure, une école primaire, à 2 mètres, la poubelle est dans la cour de l'école. Le ministère de l'Éducation aussi doit aussi interpeller. Donc, pour moi, c'est pratiquement au niveau du gouvernement, tous les ministères doivent bien sûr cela en synergie. Alors, monsieur, oui, allez-y. Maintenant, indépendamment de, comment on appelle ça, des ministères, c'est-à-dire le gouvernement, il y a aussi nos maires. Et c'est là que le problème se pose. Les maires qui doivent bien sûr aider la population à vivre dans un cadre adéquat. Est-ce que ces maires-là ont les moyens nécessaires pour le faire? Alors, donc ça, je laisse cette question en suspens et voilà, je m'adresse en même temps à M. Daon-Paulin. Est-ce que les maires ont les moyens de le faire et en plus, est-ce que les maires font ce qu'ils doivent faire? Je pense que cette question nous permet de revenir sur les responsabilités des acteurs. Comme l'a dit tout à l'heure M. Luku, le premier acteur majeur de l'organisation de l'État, la planification du développement du pays, c'est le gouvernement. Et le gouvernement, pour l'aménagement du territoire, a pensé qu'il fallait agir à proximité des bénéficiaires des prestations et conférer une certaine autonomie de gestion et une entité morale, une personnalité morale aux collectivités décentralisées. C'est ainsi que par la loi 2089 du 7 juillet 2003, il a été transféré des compétences aux collectivités territoriales, 16 compétences, depuis la planification du développement jusqu'à la qualité de vie
de nos concitoyens, le sport, les loisirs, la promotion du tourisme. C'est donc dans ce cadre-là que les collectivités territoriales, donc les communes, sont responsabilisées comme acteurs dans le domaine de la salubrité. Et ensuite, le troisième acteur, parce que nous parlons des acteurs, le troisième acteur, c'est le citoyen lui-même. Parce que le citoyen lui-même, dans sa vie de tous les jours, produit des déchets. Pour vivre, pour se déplacer, pour se nourrir, tout ce que l'homme fait, l'homme ne peut pas vivre sans produire de déchets. Donc l'acteur, le troisième acteur, c'est l'homme lui-même, le citoyen lui-même. Alors la question qui est posée, c'est de dire, que font les maires? Effectivement, les maires, à travers la loi, ont la compétence pour le faire. Mais je voulais simplement faire un rappel historique. Comment nous sommes arrivés à cet état d'insalubrité généralisé? Nous avons une histoire. La Côte d'Ivoire revient d'une crise qui a frappé ses fondamentaux, qui a brisé les valeurs cardinales. Et nous sommes allés vers l'incivisme. Avec même la déliquescence de l'autorité de l'État, nous avons eu aussi des problèmes financiers. Tout cela conjugué a fait que nos villes et notre environnement est devenu très insalubre. C'est pourquoi le gouvernement, à un moment donné, a décidé, parce que nous avons les pouvoirs, certes, décentralisés, mais le gouvernement a décidé de dessaisir les collectivités territoriales. C'est la réalité aujourd'hui. Excusez-moi, monsieur le maire, je voudrais bien comprendre. Aujourd'hui, je voudrais poser une question bien précise. Qui doit enlever les ordures devant la maison de monsieur X pour que cela se retrouve à la décharge d'Akwedou? Pour faire simple, oui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, depuis la création des ministères en charge de la salubrité, il y a de cela une dizaine d'années, il a été créé une structure qui s'appelle l'ANASUR, qui est chargée de gérer toute la filière des ordures pour le compte du ministère. Donc c'est l'État lui-même qui s'est octroyé cette expertise et cette mission. Mais il a été donné, dans l'état actuel de la situation, la mission a été donnée aux communes de faire ce qu'on appelle la précollecte. Et l'État s'occupe de la collecte et le transfert et la mise en décharge. Donc les fonctions ont été diluées. Ça, c'est encore une autre difficulté dont nous parlerons tout à l'heure. Donc la responsabilité est diluée. Et le maire, aujourd'hui, ne s'occupe pas, malheureusement, ne s'occupe pas de l'enlèvement des ordures dans la commune. Ce n'est pas de la compétence du maire. Au jour d'aujourd'hui, c'est fait par l'ANASU à travers des opérateurs privés. Très bien. Le maire devait s'occuper que de la précollecte. Bon, d'accord. Monsieur Youssouf Maoro, quand j'écoute, j'ai encore du mal à savoir avec netteté qui doit faire quoi. Je ne connais pas totalement la filière en regardant, je me perds un peu. Qui doit faire quoi exactement? Aujourd'hui, quand on écoute, je pense que tout le monde sur le plateau ici, on voit vraiment les difficultés. On voit qu'il y a vraiment de grands soucis. Dans la mesure où le domaine de la salubrité devait être déjà de la compétence première du maire, puisqu'il est le premier responsable de la commune. Et je pense que l'État, c'est dans cette volonté manifeste du bien-être de la population que l'État s'en est saisi. Mais je veux dire qu'il y a de réelles difficultés, puisqu'il y a plusieurs interventions sur la filière. Vous avez la précollecte qui est gérée par les mairies, vous avez la collecte qui est gérée directement par l'ANASUR. Et tant qu'il n'y aura pas une bonne coordination entre ces différentes structures, je veux dire, on ne pourra pas gagner en efficacité. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'il est fondamental de réunir tout le monde autour d'une table, et les maires, et l'ANASUR, et toutes les entités qui interviennent dans la filière, pour que les maires soient impliqués à 100% dans la filière, pour gagner en efficacité. Parce qu'aujourd'hui, les maires sont dessaisis pratiquement de tout ce qui concerne la collecte. Or, la collecte, pratiquement, dans certains quartiers, on ne peut pas se limiter à faire la précollecte. Parce que cette précollecte, vous m'excuserez, c'est un phénomène nouveau en Côte d'Ivoire. Vous prenez les années 60, la précollecte n'existait pas en Côte d'Ivoire. La précollecte arrive parce que l'accessibilité pour les véhicules de ramassage au niveau des quartiers étant difficile, donc interviennent les précollecteurs qui rentrent directement au niveau des ménages, qui les prennent, qui les déposent à un point B, comme on a vu tout à l'heure dans le reportage. Et même pour ces jeunes qui le font de façon, je veux dire, volontaire, sans salaire réel, je veux dire qu'il y a besoin d'une organisation, comme monsieur du ministère l'a dit tout à l'heure. Ces jeunes ont besoin d'être formés. On a l'impression en Côte d'Ivoire que le domaine de la salubrité est un domaine réservé à ceux qui ont raté totalement leur vie.
Et je pense que c'est un appel que je vais lancer même à l'endroit de l'État de Côte d'Ivoire. Il faut créer une école de la salubrité en Côte d'Ivoire, comme il en existe en Tunisie, comme il en existe à Alger. C'est important. Pour que les acteurs, ces jeunes qui le font de façon volontaire, soient formés sur les règles élémentaires du traitement des déchets, qui savent à quoi s'en tenir. Et ça va faciliter, je veux dire, le travail de ces jeunes-là. Parce que quand ils le font sans savoir les dangers liés à l'insalubrité, toutes les maladies liées à cela, je veux dire qu'ils le font certes avec leur volonté, mais la marge de manœuvre est très très limitée. Et comme ils l'ont dit, ils se sentent contraints de le faire. Alors je voudrais m'adresser maintenant à M. Kamela. Vous avez entendu toutes ces réactions, tout le monde regarde vers vous, l'État. On a envie de dire, c'est l'État. C'est l'État, oui. Qui n'a pas pris la décision qu'il faut jusqu'à présent. Non, on ne peut pas dire que l'État n'a pas pris la décision. Oui, on se permet de le dire parce qu'on constate sur le terrain, c'est à vous de nous dire le contraire. Le représentant, le vice-président de l'UVIC aussi l'a dit. C'est-à-dire que quand on regarde la filière, on voit trois grands principaux acteurs. Mais en amont, il faut savoir que la question de la gestion des déchets, de façon spécifique, et généralement la question de la propreté, la question de la salubrité, une seule personne ne peut pas réussir dans cette affaire. C'est-à-dire que c'est une affaire qui doit faire intervenir, et de façon énergique, tous les acteurs. C'est-à-dire l'État, et d'ailleurs l'État c'est nous tous, hein, mais le gouvernement, les maires, la population. Le gouvernement a décidé de donner la partie collecte, transport et élimination à la nature et la partie curage des caniveaux, balayage, en fait la propriété en tant que telle aux maires. Mais si la collecte n'est pas bien faite, c'est difficile d'avoir une propriété. Même si la collecte est bien faite, que le balayage des voies, le curage des caniveaux, le désherbage n'est pas bien fait aussi par les maires, on ne pourra pas avoir la propriété parce que tout ce qu'on fait, l'aboutissement, il faut qu'on ait une ville propre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Madame le ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable a décidé, quand elle est revenue aux affaires, elle a décidé de mettre tous les acteurs autour de la table. Elle a créé ce qu'elle a appelé la plateforme de collaboration. Plusieurs rencontres ont été organisées avec l'UVIC aussi. Plusieurs rencontres ont été organisées avec l'ARDCI, c'est-à-dire l'Assemblée des régions et des îles de Côte d'Ivoire. Tous les acteurs de la filière. Nous avons rencontré même les jeunes. On a rencontré les associations de quartier. Alors pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à travailler en synergie jusqu'à présent? C'est ce que je vous disais tantôt, c'est qu'il y a un moment où il faut marquer une pause, il faut identifier les goulots d'étranglement, il faut réfléchir à une nouvelle stratégie pour faire face à la situation. Mais même si les maires et le ministère se mettent ensemble, décident de travailler ensemble, que la population ne suit pas, on n'aura pas le bon résultat. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a une activité qui va commencer le 4, une activité grand ménage, une opération qui a été instituée tous les premiers samedis du mois par le gouvernement pour que le premier samedi de chaque mois, chaque population, vous, moi, nous marquons une pause et que nous mettons la main à la pâte. Pour dire aujourd'hui, on décide de ne plus salir, aujourd'hui, on décide de participer à la propreté de notre ville. C'est ainsi qu'on va éviter d'injecter beaucoup d'argent pour rien. Très bien. Dans la dernière partie de cette émission, nous allons aborder ce sujet qui nous intéresse. Monsieur Luku Kofi, j'ai envie tout de suite de commencer avec vous, parler de la décharge d'Akwedo. On a souvent parlé de la fermeture de la décharge d'Akwedo. Ce n'est pas encore fermé. Est-ce qu'aujourd'hui, comme certaines personnes le disent, la décharge d'Akwedo est totalement dépassée, il faut faire autre chose? Oui, il faut dire que la question qui concerne la décharge d'Akwedo, comme tout le monde le constate, cette décharge, d'abord c'est une décharge qui n'est pas contrôlée. Et cette décharge est vraiment dépassée. Et depuis lors, l'État de Côte d'Ivoire, à travers le gouvernement et singulièrement le ministère en charge de l'environnement, a mené des études pour qu'il y ait d'autres décharges. Et jusqu'à présent, une solution n'a pas encore été trouvée. Bon, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas, l'État de Côte d'Ivoire, quand je parle de l'État, je fais allusion au gouvernement, qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, on n'arrive pas à trouver des sites pas trop loin, ou même si c'est loin d'Abidjan, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à trouver des sites? Est-ce que ce sont les moyens qui manquent?
est-ce que ce sont des opérateurs qu'on ne trouve pas qualifiés pour pouvoir faire le travail, alors qu'il y a eu plein de séminaires, il y a eu plein d'études, il y a eu plein de présentations, il y a eu des recherches, mais jusqu'à présent, on se trouve au même niveau. Donc c'est un problème. En tout cas, vous avez posé beaucoup de questions que nous allons laisser en suspens pour M. Camélan, mais je voudrais m'adresser à M. Claude Paulin. Est-ce qu'aujourd'hui, à Kouédo, ça vous inspire quelque chose? Vous êtes un sachant, il y a longtemps que vous avez... Oui. Tout à fait. Avant de revenir sur Akwedo, je voulais faire simplement une précision. L'état d'incohérence des acteurs dont on a parlé tout à l'heure relève du passé. Relève vraiment du passé. Aujourd'hui, dans l'état actuel de l'évolution de la réflexion et de l'action qui va venir, il y a une plateforme de collaboration. Madame le ministre Anne-Désirée Oloto a tiré les conséquences du désordre passé et des faiblesses du système passé et aujourd'hui a mis en place une plateforme de collaboration avec l'ensemble des acteurs. Et les maires ont pris toute leur place dans cette plateforme qui devrait permettre, à notre niveau aussi, de faire la mobilisation sociale pour que les populations adhèrent à cette initiative. Donc, ce que nous constatons, c'est une situation transitoire. Et je peux dire que nous vivons présentement. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une situation transitoire. Et la situation va trouver son aboutissement avec le déploiement de l'appel d'offres. Je voulais revenir sur Akwedo. Akwedo fait partie donc de cette situation transitoire qui doit s'achever cette année, certainement cette année, pour qu'on passe à la phase... Qu'est-ce qui fait qu'Akwedo perdure? Mais parce que nous étions dans le désordre organisationnel dont on a parlé tout à l'heure. C'est l'histoire, c'est notre historique. Nous sortions d'une crise avec de priorités multidimensionnelles. Partout, il y avait des priorités. Et le gouvernement apparaît au plus pressé. Il fallait revoir tous nos réseaux d'assainissement qui n'avaient pas été entretenus depuis 10 ans. Donc vous voyez que les problèmes sont multiformes, sont nombreux. Et concernant Akwedo, il est temps aujourd'hui de mettre fin à cette décharge sauvage. Et le gouvernement a pris toute la mesure de la situation. Et nous-mêmes, en tant que gestionnaires de cité, nous ne pouvons pas permettre de mettre la vie de nos concitoyens en danger. Comme c'est le cas aujourd'hui à Kouédo, où l'espérance de vie, nous le savons, est très bas, à cause des nuisances créées par cette décharge sauvage. Donc le gouvernement a pris cette décision courageuse et dans les prochains jours, les annonces seront faites de la mise en place du centre d'enfouissement technique dans les zones qui ont été identifiées dans la périphérie d'Abidjan. Donc c'est ce que je voulais dire par rapport à Kouédo. C'est une situation malheureuse. Elle a perduré à cause des dysfonctionnements multiformes. Mais aujourd'hui, des solutions pragmatiques sont en train d'être mises en œuvre. C'est pourquoi je parle de situation transitoire. Monsieur Youssouf Soumaoro, quel est le regard que vous portez sur la décharge d'Akwedo aujourd'hui? Je pense que... En tant que technicien, lorsque vous regardez Akwedo, la décharge d'Akwedo. Je pense que Akwedo, n'ayons pas peur des mots. Hein. Akwedo, c'est vraiment la honte de la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que une décharge, aujourd'hui à ciel ouvert, avec tous les dangers que cela comporte, je veux dire, pour un pays comme la Côte d'Ivoire, cela ne devrait même pas exister. Cette décharge existe quand même depuis 1960. Elle devait être aujourd'hui fermée totalement. Et même, je veux dire, le centre d'enfouissement dont on parle ne va pas résorber tous les problèmes de la salubrité en Côte d'Ivoire. Ça ne suffit pas, il faut aller au-delà de ces centres d'enfouissement technique. Aujourd'hui, il faut être capable de créer des mini-centres au niveau des quartiers, des mini-centres de tri des déchets. Parce qu'en triant les déchets, forcément, nous allons réduire le volume des déchets qui partent au niveau de la décharge ou alors des centres de tri. Même ce centre d'enfouissement technique, tant qu'on n'aura pas mis un système efficace de tri de déchets et que c'est le tout venant qui doit se retrouver dans ce centre-là, je veux dire qu'on n'aura rien fait du tout. Parce que vous mélangez du plastique avec du sable, avec des déchets organiques, etc., qui se retrouvent dans ce centre d'enfouissement technique, je veux dire, il y a problème. Donc, il faut aujourd'hui avoir le courage d'initier des programmes de tri au niveau des ménages. Avec la création, je veux dire, de mini-centres de tri, comme je disais tout à l'heure, au niveau des quartiers. Et il faut aussi inclure cela dans l'habitat. C'est-à-dire, aujourd'hui, nos logements, quand on regarde, quelqu'un a 300 millions, il se construit une belle maison. Il prévoit tout, même le dortoir du chien, le garage de la voiture, la cuisine, etc. Mais où on va déposer les poubelles, c'est jamais prévu. Et ça, c'est vraiment un problème.
Donc aujourd'hui, il faut être capable de créer, je veux dire au niveau des cités, par exemple, il faut être capable de trouver des lieux où nous allons regrouper ces déchets-là. Ça existe dans certains pays, nous pouvons nous inspirer de ce modèle. Cette préoccupation s'adresse à qui directement? Elle s'adresse au ministère et s'adresse en même temps, puisque les maires, aussi le monsieur le maire a dit tout à l'heure qu'ils étaient en phase avec le ministère, en tout cas pour le démarrage de ces produits-là bientôt, de ces projets bientôt. Donc je pense que ce message-là s'adresse aux maires, qui sont les premiers acteurs au niveau d'une commune. Ça dit que même le ministère de la Construction, aujourd'hui, doit prendre en compte ces réalités-là. Ça dit des vies d'ordures. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les déchets entreposés devant les maisons et cela n'est pas salubre. Il faut créer des vies d'ordures au sein des quartiers. Ces vies d'ordures vont permettre en même temps de faciliter le tri des déchets et faciliter le ramassage de ces déchets. Et progressivement, cela va diminuer la précollecte. Puisque dans les pays développés, il n'existe pas de précollecte. C'est la collecte directement. Donc il faut qu'on puisse réfléchir sérieusement sur ce problème-là. D'accord. Monsieur Kamela, vous avez entendu beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a des propositions qui sont faites. Mais je voudrais quand même attirer votre attention sur le fait que je vous ai soupçonné tout à l'heure en train de dire que les citoyens lui-même étaient un problème. Mais je vous donne un exemple vraiment banal. Lorsqu'on n'a aucune poubelle à 200 mètres, à 300 mètres, à 400 mètres, qu'on a des ordures, qu'est-ce que vous demandez aux populations de faire? Lorsqu'on n'a pas de toilettes publiques à 200, 300, 400 mètres, qu'on a un besoin aussi pressant que naturel, qu'est-ce qu'on fait? D'accord. Bon, je voulais rebondir quand même. En répondant d'abord à ma question, sinon on ne pourra pas épuiser. Voilà. Ok. Si on n'a pas de bornes de propriété, parce que les poubelles, on n'en voit pas, même dans les pays développés, on ne voit pas les poubelles partout, mais on ne voit pas les déchets aussi qui traînent dans mais les rues. Ici, il en manque cruellement, je veux dire. Oui, mais comment on pourrait imaginer que, quand on prend l'exemple du plateau, le maire du plateau, il se donne tout le mal pour déposer des bornes de propriété, de belles bornes de propriété, et les gens se permettent d'aller les scier pour en faire des marmites. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et je pense qu'il y a une chose qui est importante, c'est que la nation a donné des instructions à tout, et ça passe même sur vos chaînes. On demande aux populations de sortir leurs déchets à des heures précises. C'est pourquoi j'ai dit que j'allais rebondir sur sa question, sur son observation. Normalement, on ne doit pas avoir les déchets devant nos maisons. On vous dit, vous sortez les déchets à 17 h. C'est parce que le véhicule passe à 17 h. Mais si vous sortez les déchets à 6 h, parce que généralement, c'est quand nos personnels de maison se lèvent le matin, quand elles finissent le ménage ou quand ils finissent le ménage, qu'ils sortent le déchet en attendant que le véhicule passe. Mais si le véhicule est prévu passer à 17 h, que vous sortez le déchet à 6 h, c'est tout à fait normal que le déchet reste longtemps dehors. Vous allez, il a pris l'exemple des autres pays, vous allez dans les autres pays, on ne sort pas les déchets n'importe comment. Et puis, on ne fait pas la précollecte parce que toutes les zones sont accessibles. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Il y a des zones qui ne sont pas accessibles aux véhicules, donc on est obligé de faire la précollecte. Mais on demande aux populations de ne pas sortir leurs déchets à n'importe quel moment. Vous avez fait allusion aussi aux toilettes publiques qui n'existent pas, donc les gens sont obligés d'uriner, de déféquer à tous les coins de rue. Mais quand même, vous n'allez pas vous mettre au bord de la lagune, ici à Abidjan, pour déféquer parce qu'il n'y a pas de toilettes publiques. Oui, vous le dites bien, mais vous ne dites pas quand même, il aurait fallu qu'il y ait d'abord des toilettes aussi. Il faut pouvoir le dire, les deux vont ensemble. Les toilettes publiques, on ne conseille pas cela. Oui, il y a des quartiers, au plateau, il y a des endroits où il y a des toilettes publiques. C'est des recommandations qu'on fait aux maires aussi, pour qu'ils puissent réfléchir à voir avec peut-être certains opérateurs privés, parce que c'est du privé, c'est du business, déposer des toilettes publiques. Ce n'est pas le gouvernement qui va venir déposer des toilettes publiques à tous les coins de rue. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de toilettes publiques qu'on va se mettre en plein plateau et se soulager. Il y a des cafés, il y a des restaurants dans lesquels... oui, vous savez bien que c'est des cafés... Non, je ne peux pas être d'accord avec vous. Les cafés, ce n'est pas ça pour ça non plus. Mais quand vous êtes sur les Champs-Élysées, vous n'allez pas voir des toilettes publiques. Mais si, malheureusement. Non, n'importe où. Non, il y a des endroits précis où on dépose des toilettes publiques, mais ce n'est pas... Maintenant, nous faisons le constat qu'il y a un déficit incroyable. Ça, il faut pouvoir le reconnaître. Non, je reconnais qu'il y a un déficit à Abidjan, au niveau des toilettes publiques, qu'il faut peut-être augmenter le nombre de toilettes publiques, mais ça ne doit pas justifier le fait
qu'on se mette à uriner et à déféquer partout. Je vous assure Même que si ce plateau, personne n'a encouragé cela. On rappelle seulement qu'il faut mettre le bon argument de son côté en donnant déjà des toilettes publiques pour éviter que quelqu'un se donne le faux argument. C'est la même chose pour la question des bons de propriété. Vous imaginez, même, il y a des gens qui peuvent garder leurs déchets dans le véhicule, mais qu'ils jettent. Pourquoi? C'est une question de mentalité. Il faut que c'est une question de civisme aussi. Il faut que l'Ivoirien, il faut que la population sache que l'environnement est l'affaire de tous. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une grosse cylindrée que vous voulez envoyer le déchet le plus loin possible de vous. On peut le garder et arriver à la maison, le mettre dans la poubelle, mais on ne le fait pas. Donc ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de toilette publique qu'on jette le déchet dehors. Mais c'est une question de mentalité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure que la population est au centre de tout. Si la population ne suit pas les instructions, ne suit pas les règles élémentaires d'hygiène, tout ce qu'on va dire, ça va être difficile. Forcément, ça pose problème. La question d'aqueduc. Le problème est passé tout à l'heure, la question d'aqueduc. Oui, nous tous, on est d'accord qu'aqueduc, c'est une tache noire sur la ville d'Abidjan qu'il faut effacer rapidement. Aujourd'hui, pour le ministre Anne-Désiré Oloto, aqueduc, c'est comme si ça n'existait pas. Parce qu'elle a déjà pris une option, c'est une élimination rationnelle des déchets. 2 centres d'enfouissement technique qui vont être construits, multidirectionnels, pas dans la même zone, pour raccourcir le trajet pour le transport des déchets, donc réduire le coût du transport. Quant aux questions des points de rupture à l'intérieur de la ville, c'est-à-dire des zones où on va envoyer les déchets d'abord avant de les prendre pour aller plus loin, il y en a, pour le moment, il y a même 3 qui ont été construits. Il y a 3 centres de groupage qui existent. Un centre de groupage à Port-Boué, un à Bingerville, un à Anyama. Très bien. Donc, ces centres de groupage vont permettre aux opérateurs qui arrivent d'avoir un point de rupture, c'est-à-dire tous les déchets de la zone sud pourront être convoyés dans une zone précise et à partir de ce point, c'est des véhicules de gros tonnage qui vont ramasser les déchets pour les envoyer au centre d'enfouissement technique. Très bien. La question du tri aussi fait partie de la stratégie parce que dans la gestion des déchets, il faut retenir que la notion de prévention est très importante. D'abord, il faut réduire la quantité de déchets qu'on produit et ensuite, quand on produit les déchets, il ne faut pas les jeter. Les déchets, c'est de la matière première qu'il faut valoriser. Donc le tri fait partie de la stratégie qui est mise en place. Il faut trier les déchets et en faire une valorisation. Et cette valorisation peut permettre d'amoindrir le coût de la gestion des déchets. Très bien, là, vous anticipez, et c'est bien, M. Loukou Kofi, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça a été dit, nos populations sont si réfractaires au changement? Pourquoi nos populations ont du mal à déposer les ordures là où il faut, même quand il y a des poubelles, on dépose juste à côté? Bien, il faut dire que les populations ne sont pas réfractaires. Ça, c'est ce que vous dites, je ne partage pas entièrement votre point de vue. Au fait, la population, ce qu'on doit faire, et si souvent je cite le gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui élabore les tests. Les tests qu'on doit, bien sûr, chacun doit bien sûr respecter. Est-ce que ces tests sont connus par la population? Il faut d'abord faire en sorte que la population puisse s'en approprier. Aujourd'hui, si on dit que vous jetez comme une ordure quelque part, si vous jetez, vous serez sanctionné. Si la population ne sait pas, directement la population ne va pas agir. Et de 2, la population va jeter les ordures aux yeux de tout le monde. Mais pratiquement, qui prend les sanctions? Ça veut dire que pour que la population puisse totalement changer de comportement, il faut les tests que nous avons élaborés. Si ces tests ne sont plus d'actualité, il faut relativement les adapter. Il faut les actualiser, ces tests, faire connaître ces tests à tout le monde, au niveau même des décideurs, au niveau des sociétés, au niveau même des organisations de la société civile et au niveau de la population à travers les chefferies. Vous pensez vraiment que les tests ne sont pas adaptés? Non, non. Je dis si les tests sont dépassés. Ça, c'est la question que je me pose. On a élaboré, il y a le code de l'environnement. Qu'est-ce que vos études vous ont montré? Il y a le pollueur-payeur. Est-ce que ces tests sont dépassés? Si oui, il faut les actualiser. Maintenant, si ces tests ne sont pas dépassés, il faut les appliquer.
Et pour les appliquer, il faut dans un premier temps faire connaître ces tests. Et maintenant, si vous n'appliquez pas, vous ne respectez pas, alors vous tombez sur le coup de, de la loi. Mais monsieur Luku, nous sommes dans quel cas actuellement? Les textes ne sont pas du tout dépassés et puis il n'y a pas de manque de textes. Et tout ce qui se passe, tout simplement, ce n'est pas appliqué. Oui, effectivement, si les textes sont dépassés, il faut les actualiser. Ça veut dire qu'actuellement, on constate que les textes ne sont pas dépassés. Donc, il faut les appliquer. Et qui les applique? C'est toujours l'État qui doit les appliquer. Mais avant de les appliquer, il faut, dans un premier temps, sensibiliser la population. Sensibiliser la population, il y a les médias qui vont jouer leur rôle. Mais il faut aller vers la population pour leur expliquer le contenu de ces tests. Et à partir de là, si la population ne veut pas respecter ces tests, alors c'est l'État qui doit prendre des sanctions. Franchement, est-ce que, même si on doit sensibiliser, est-ce qu'on a besoin de dire à quelqu'un qui ne doit pas jeter des ordures dans la rue lorsque vous voyez une jeune dame en train de balayer et juste derrière vous jeter des ordures? On a besoin de sensibiliser pour cela? Oui, c'est interdit, c'est connu. Non, non, il le faut. Moi, pour ma part, il le faut. Mais pourquoi on fait la sensibilisation aujourd'hui? Si vous ne partagez pas qu'on doit toujours sensibiliser la population, il faut les sensibiliser. Et c'est tout à fait normal qu'on les réunit, on leur donne les leçons. On leur dit que désormais, si vous posez tel acte, vous serez sanctionné. Bon, si une fois la population connaît ces tests, automatiquement la population peut déjà commencer à prendre des dispositions. Mais s'il n'y a pas de sanction, chacun va bien sûr faire ce qu'il veut. Monsieur le maire, ce sont les sanctions qui manquent le plus? Je voulais dire que... Ou bien c'est la sensibilisation? Vous avez touché du doigt un problème majeur. Et je l'ai dit en début d'émission, que nous sommes au cœur d'un problème de citoyenneté. Parce que dans les mêmes conditions de température et de pression, comme diraient les scientifiques, nos voisins d'à côté, qui ont la même éducation que nous, les Ghanéens sont beaucoup plus propres. Mais le gouvernement ghanéen n'est pas passé dans chaque cour pour expliquer qu'il ne faut pas déposer les ordures, n'importe où et n'importe comment. Nous avons vécu un problème qui a cassé les fondamentaux de notre pays. Il faut le reconnaître. Le tissu social, il y a une certaine déliquescence du tissu social et des valeurs. Pour rien du tout, nous avons une violence endémique dans notre pays. Pour rien du tout, les enfants sortent dans la rue. Les parents n'ont plus de prise dans les familles. Nous avons un vrai problème de société qui est à la base de ce que nous vivons aujourd'hui, dans le désordre urbain que nous avons aujourd'hui. Le représentant du ministère l'a dit tout à l'heure. Comment pouvez-vous expliquer que des citoyens déterrent des feux rouges, tricolores, pour aller en faire des mamites? Ce n'est pas une question de sensibilisation, c'est une question de citoyenneté. Il n'y a pas d'un côté le gouvernement, comme on semble le faire croire, d'un côté les autorités municipales, et puis de l'autre côté le citoyen, qui lui peut se permettre de rester dans l'incivisme parce qu'il a des autorités en face de lui. Non, il n'y a pas de côté, un côté les saints, et puis de l'autre côté les assassins. Non, nous sommes tous acteurs de la qualité de vie de notre pays. Monsieur le maire, je voudrais poser cette question-là. Oui, juste une question. Monsieur le maire, puisqu'il a pris l'exemple du Ghana, voilà, qui nous explique clairement comment ils ont procédé. Non, comment ils ont procédé, ce sera assez long, on ne pourra pas expliquer tout ça. Mais je vais revenir là-dessus. Mais la question que je voudrais vous poser, monsieur... Il ne veut pas qu'on fasse la sensibilisation. Non, il donne juste son point de vue là-dessus, mais la question même que je voudrais poser, monsieur le maire, vous avez expliqué la crise, tout ce qu'on a vécu et tout, mais la Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays à avoir vécu la crise. Le Rwanda sort d'un génocide en 1994, mais c'est un pays qui est totalement propre. Quelle est l'explication? Notre problème, il n'est pas ailleurs? Notre problème, il n'est pas simplement ailleurs, il est en nous-mêmes. Le problème est endogène. Parce que la sensibilisation, nous la faisons tous les jours, la sensibilisation, à travers le corps social. Parce qu'en tant que maire, pour être élu, c'est parce que nous sommes en contact avec les jeunes, les femmes, tout le corps social, toutes les forces vives, les imams, les pasteurs, les chefs religieux, tous les leaders d'opinion. Nous sommes en contact avec tout ce monde. Mais le vrai problème aujourd'hui, le vrai problème que nous avons, c'est la déliquescence au niveau des valeurs citoyennes. Parce que le Rwanda dont vous parlez sort d'un génocide. Et au sortir de ce génocide, ils ont pris conscience que le pays ne peut se reconstruire qu'en lavant en eux-mêmes tout ce qu'il y avait comme détritus dans le cœur. Il y a eu la réconciliation d'abord dans les cœurs. Et ensuite, ils se sont dit qu'il fallait extérioriser cela par la propriété, par l'engagement citoyen. Ce n'est pas l'État qui ramasse les ordures au Rwanda. Ce n'est pas l'État. Ce sont les citoyens eux-mêmes qui produisent moins de déchets
et qui trient ces déchets, qui les valorisent et qui en font de la valeur ajoutée. Et chez nous, aujourd'hui, l'État a fait cette réflexion pour arriver au tri, pour arriver à la mise en fourrière, pour la mise en enfouissement technique et à la valorisation. Nous allons en parler tout à l'heure. Mais le vrai problème, c'est la culture de la citoyenneté. Moi, je pense que nous sommes au cœur du dispositif. D'accord. Monsieur Youssou Soumaoro, souvent on parle des moyens qui manquent. Vous pensez que c'est vrai? Oui. Les moyens manquent? Les moyens manquent. De quels moyens on parle lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de moyens? D'abord, je vais revenir un peu sur ce qu'a dit, en tout cas, le monsieur du Bon, à cet allure, vous ne risquez pas de répondre. Si, on risque de terminer sans que vous ayez à répondre parce que vous revenez toujours en arrière. Bon, allez-y. J'avoue que mais ce serait votre faute. Quand on parle d'installation de corbeilles et qu'on dit que aujourd'hui, il ne faut plus en installer vu que les populations les coupent pour en faire des marmites, etc. Je veux dire, c'est une fuite en avant. Mais c'est pas ce qui a été dit. Si, tout à l'heure, je l'ai entendu. Non, c'est qu'on pas en exactement faisait des marmites avec, et que donc... il a juste attiré notre attention là-dessus. Pour ce que je constate, en tout cas, moi, je n'ai pas encore vu des corbeilles installées ça et là. Les bonnes de propriété, hein? Oui, les bonnes de propriété. Ce qu'on a vu en forme de bouteille, on ne sait pas à quoi ça sert exactement. Il n'y a pas longtemps, à Cocody, oui, j'en ai vu. Mais ces bonnes de propriété, là, à quoi elles servent exactement? Ça a été installé, ça n'a pas duré. C'est juste pour les ordures légères, c'est tout. Voilà. C'est pas pour les déchets, c'est pas pour vos déchets. Ces ordures légères, là, qui les collecte? Mais qui les collecte? C'est les opérateurs de la zone qui les collectent en même temps. Tant que ce n'est pas réellement bien défini, pour que... parce que moi, je pense que ça ne répond à aucune norme. C'est bon que vous avez installé. Il faut installer, il faut mettre... Je vais vous dire quelque chose, vous donner un conseil même d'ailleurs. Pour vous dire qu'il faut faire appel à l'ingéniosité de nos artisans. Pour qu'ils vous fabriquent des corbeilles ici, en bonne et due forme. Non, je fais une correction. Hein. Ce n'est pas le ministère qui a installé ces corbeilles, c'est la mairie de Cocody. Qui a installé. Mais Cocody n'est pas la seule commune de Côte d'Ivoire. On parle de l'exemple. On a donné l'exemple de Cocody. C'est l'exemple de Cocody. Ils ont installé sur toute la voie, le boulevard Latry jusqu'au bout, mais ça n'a pas duré, les gens ont coupé. Le maire du plateau l'a installé, c'est pas le ministère qui l'a installé. À Macoris, ça a été installé. Non, il faut insister. Il faut insister. Je pense que vous rejoignez avec nous avons quand même des lois dans ce pays. Je crois que vous rejoignez totalement M. Luc Kofi qui dit qu'il faut continuer. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'insister. Il y a quelque chose d'important. Le maire a mis le doigt sur quelque chose, c'est que dans notre pays, on a l'impression que le gouvernement est d'un côté et les autres sont d'un côté. C'est comme si c'est deux personnes qui se regardent en chien de faïence. Et la population passe son temps à vouer le ministère, les maires, tout le monde aux gémonies, comme si c'est... Non, la population dit ce qu'elle ressent. Moi, je comprends, mais... Quand on parle le problème de la salubrité, je veux dire que ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est vrai que la guerre est passée par là, mais bien avant, on avait ce même problème. D'accord. Alors, ce que nous avons dit, ça date pas d'aujourd'hui. Je voudrais qu'on continue de parler des moyens. Et pour revenir maintenant à votre question, je vais dire pour les moyens... Voilà, donc on va passer à une autre question, malheureusement. Les moyens au niveau des opérateurs, je veux dire, les moyens sont très limités. Vous avez des opérateurs aujourd'hui qui ont des contrats d'1 an. Ils ne peuvent pas avoir de prêts au niveau des banques pour pouvoir travailler correctement. Il faut prolonger ces contrats-là au niveau des opérateurs pour que ceux-là puissent, en tout cas, avoir des financements au niveau auprès des banques pour travailler sérieusement, pour s'équiper. Parce que les équipements qu'on a aujourd'hui ne répondent à aucune norme. Voilà, vous distribuez des bacs d'ordures, logiquement, qui sont prévus pour des camions tasseurs. Quand on dit un camion tasseur, avec l'arrière qui peut se lever, mais ce n'est pas le cas. Ces jeunes-là sont obligés de soulever ça à bras d'homme pour renverser dans le véhicule. Ce n'est pas toujours facile. Donc je veux dire qu'il y a une réforme vraiment sérieuse à faire. D'accord, il y a une réforme, vous avez dit, donc c'est la mise en place d'un mécanisme de gestion des ordures que vous êtes en train d'évoquer. Mais monsieur Camélan, lorsqu'on parle de moyens, nous on est toujours gênés lorsqu'on regarde nos factures CIE, on voit bien là-dessus, hein, des taxes d'enlèvement des ordures, on paye. Nous payons cela très clairement tous les 2 mois. Et puis, on est obligé de payer aussi des précollecteurs par la suite. C'est gênant. Avant même de répondre, je voulais même vous poser une question. Vous payez combien sur votre facture, vous? Vous n'avez pas remarqué sur votre facture que vous payez? Paye, oui, moi je paye. Mais j'ai dit, vous payez combien environ? Non, il ne faut pas ramener à moi, mais vous payez. Le principe, c'est qu'on paye sur les factures. Ok. 2000. Ok, non, c'est pas tout le monde qui paye 2000. Hein. C'est même plus. Non, c'est pas tout le monde. C'est en fonction du kilowattheure consommé. À Abidjan, ça fait 2,5 francs par kilowattheure consommé. Je parle du principe, le fait que nous payions déjà. Non, le principe, on paye déjà sur une facture, donc à l'État de Côte d'Ivoire. C'est ça. Ensuite, on paye des précollecteurs. Ok. Je vous dis que ce qu'on paye, c'est en moyenne pour le cadre. Le cadre moyen en Côte d'Ivoire ou à Abidjan,
c'est peut-être 2500 ou 3000 francs par facture. Ça fait autour de 1500 francs par mois. Il y en a qui payent 500 francs par facture. Et le fonds de financement des programmes de salubrité urbaine collecte en moyenne 2,8 milliards par an. Par an. C'est-à-dire que cette redevance ne rapporte qu'environ 2,8 milliards. Et vous savez combien on paye pour gérer les déchets à Abidjan? Par an, 18 milliards. Et je parle d'Abidjan, je ne parle pas de l'intérieur du pays. Donc vous imaginez que M. Loukou a fait allusion au principe du pollueur-payeur qui a été instauré par le Code de l'environnement. Mais si on veut regarder le principe pollueur-payeur, ailleurs, il y en a qui payent peut-être 50 ou 100 000 francs par an. Nous, on paye en moyenne 18 000 francs pour le cadre. Il y en a qui payent peut-être 6 000 francs par an. C'est un appui que la population apporte, mais qui ne couvre même pas les quantités de déchets qu'elle produit. Aujourd'hui, c'est vrai, on l'a dit tout à l'heure, on a hérité d'une situation assez difficile. Le système est dépassé. Il faut le rénover. On arrive dans un système où on prend des opérateurs qui savent ce qu'ils font, qui ne font pas du service public de collecte des déchets uniquement, mais qui font du service public de propreté. Ces opérateurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, vont intégrer les précollecteurs. Si les précollecteurs sont intégrés, vous n'aurez plus à payer 2 000 francs ou 5 000 ou 10 000 francs par mois. Il y a des familles à Abidjan qui payent 10 000 francs par mois aux précollecteurs. Ça fait 120 000 francs l'année. Oui. Donc, ensemble, on est d'accord que le financement du système est insuffisant. Mais si on a ces opérateurs expérimentés qui viennent, ces opérateurs qui ont de la surface, qui arrivent, et qu'on intègre les précollecteurs. Si vous ne payez plus les précollecteurs, il faut que vous et nous, on s'asseye pour voir combien vous pouvez payer maintenant sur votre facture d'électricité pour couvrir l'entièreté des frais de gestion, bien entendu en intégrant le facteur prévention, c'est-à-dire en produisant moins de déchets, en intégrant le facteur valorisation qui va faire qu'on ne va envoyer dans les CET que les déchets ultimes, donc réduire les coûts d'enfouissement, en intégrant la construction de centres d'enfouissement et de centres de groupage dans la ville pour réduire le coût du transport et donc globalement réduire le coût de la gestion des déchets. Combien est-ce que vous serez prêt à payer? Est-ce que vous allez payer vos 10 000 francs par mois plus ce que vous payez déjà sur la facture d'électricité, ou bien on va faire une sorte de péréquation pour voir quels sont ceux qui peuvent payer plus en fonction de leur consommation. Mais c'est une réflexion qui mérite d'être menée avec la population, bien entendu. Oui, bien sûr. Voilà. Je crois qu'il faut mener déjà la réflexion. Ne soyez pas surpris que les populations regardent vers vous, hein, parce que c'est à vous qu'on a confié la responsabilité morale et opérationnelle de la FEU. Donc, voilà, tout à fait. Vous payez déjà trop. Voilà. Vous payez déjà trop aux précollecteurs. Oui. Donc, nous, d'accord. Puisque je vous ai dit qu'il y en a qui payent 10 000 francs par mois. Oui, on l'a compris. On veut moderniser le système. Le système est modernisé. On va s'asseoir ensemble. Vous avez proposé que nous nous asseyions ensemble et que nous puissions échanger sur la question. Oui, M. Loukou Kofi, votre réaction? Bien, sur ce point, ce qui est dit, il faut reconnaître que la population paye trop. Paye trop d'abord en tant que contribuable. La population déjà participe et donne des fonds au niveau de, comment dire, les taxes, les différentes taxes que vous collectez. Vous payez combien, M. Loukou? Non, je dis... Si ce n'est pas indiscret. Sur la facture. Non. Il faut pas. Non, quand on parle de population, il faut généraliser. C'est pour vous dire que déjà, la population paye beaucoup, non seulement sur la facture qui vient de citer, mais au niveau des différentes taxes, la population contribue. Et puis encore, indépendamment même de ce que la population donne à l'État, la population de façon individuelle prend des personnes. Moi, j'engage des gens pour nettoyer où se trouve mon bureau. La devanture de mon bureau, nettoyer, et je ne vais pas donner le montant ici. Donc, c'est pour dire que la population fait déjà des efforts. Maintenant, il appartient à l'État aussi de faire plus. Ça, il faut qu'au moins on soit entièrement d'accord sur ce. Maintenant, il faut initier des projets, des partenariats pour pouvoir mobiliser des ressources pour pouvoir régler définitivement cette question. Et une fois on a pu surmonter ces difficultés, vous allez voir que l'État va dépenser moins. Très bien. Monsieur le maire, monsieur Dango-Paulin, quelle est votre réaction par rapport au même point? Les populations qui payent plus ou moins? Je pense que la question a été suffisamment évoquée. Voilà. La population doit payer le juste prix.
C'est ça qu'il faut reconnaître. Aujourd'hui, le gouvernement a pris les devants et a mobilisé suffisamment de ressources pour lancer le processus. Donc, il n'est pas question d'aller encore demander aux populations de cotiser. Au contraire, la démarche aujourd'hui du gouvernement consiste à trouver des opérateurs solides. C'est l'objet de l'appel d'offres. Ces opérateurs pourront, comme l'a dit tout à l'heure M. Soumaro, pourront donc aller avec leur banque et tout l'appareillage financier, mobiliser les ressources nécessaires pour avoir les équipements pour être opérationnels. C'est ce qui est mis en place aujourd'hui comme mécanisme qui va commencer. À partir de ce moment-là, tout ce qui se passait, les prélèvements additionnels qu'on avait, va disparaître dans la mesure où on absorbe tous les précollecteurs dans un système complètement intégré de propreté. Et il appartiendra aux populations de suivre les conseils, justement dans le cadre de la sensibilisation, pour le tri sélectif. Et ce tri va permettre de faire de la valorisation parce que les ordures, il ne faut jamais l'oublier, c'est déjà de l'or dur. C'est le début d'une matière première qui pourra être exploitée pour faire des engrais, des biofertilisants, pour faire des biogaz et pour faire derrière, avec les objets plastiques, nous avons déjà des centres pilotes pour faire de la valorisation qui va créer des activités à forte intensité de main-d'œuvre pour lutter efficacement contre la pauvreté de notre jeunesse. Donc c'est ça qu'il faut intégrer. Moi je pense que les coûts dont on a parlé, ce sont des coûts de transition. Mais derrière, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la valorisation pour faire baisser les coûts et permettre aux populations de saisir l'opportunité de valoriser les objets. Même sur le mais ça a quand même duré. Hein, non, mais sur nos factures. Ce que je suis en train de vous dire... C'est un provisoire qui dure quand même. Non, 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 ce n'est pas un provisoire qui dure. Oui. Nous venons d'une situation exceptionnelle. C'est parce que nous sommes dans une situation de relative paix que nous avons oublié d'où nous venons. Il y avait quelques mois, il était difficile de s'aventurer au dehors pour ramasser même les ordures. Aujourd'hui, nous revenons dans une situation de normalité. Et quand on retrouve la normalité, nous devenons exigeants et c'est normal. Mais ce que je demande, ce n'est pas seulement d'être exigeant vis-à-vis de l'État, parce qu'on a entendu ça tout à l'heure, du gouvernement. Non, il faut être exigeant envers soi-même, parce que l'État n'est rien d'autre que l'émanation des populations. C'est nous qui mobilisons nos ressources et nous les mettons à la disposition de l'État. Nous sommes les contribuables. Oui, donc nous devons faire en sorte. Cela est connu, de tous, oui. Je termine pour dire... mais je complète quand même avec la question. Cela est connu de tous. Mais si tout le monde est exigeant vis-à-vis de l'État, c'est parce que nous voulons que ça avance. Regardez dans les quartiers, vous allez à Abou, vous allez à Guien, des garages en plein quartier résidentiel, ainsi de suite. Vous, les maires, vous êtes les premiers. Mais vous constatez... Vous devez être les premiers. Vous constatez vous-même oui. que ce désordre urbain est en train de se résorber de façon vigoureuse par le ministère en charge de l'assainissement et de la salubrité, et aujourd'hui en charge de l'environnement. D'ailleurs on l'appelle Madame Bulldozer, vous avez senti une implication forte du gouvernement. Et nous-mêmes en tant qu'autorité locale, j'avoue que nous avons aussi notre part de responsabilité, parce qu'il y a eu beaucoup de laxisme de la part de nos collaborateurs et tout cela. Et pour corriger cela, l'UVICOSI a lancé un programme de renforcement de capacité sur toute l'étendue du territoire pour mettre nos responsables communaux en face de leurs responsabilités. Parce que nous devons être plus vigoureux pour accompagner l'action du gouvernement et sortir du clientélisme politique qui faisait que nous avions été très frileux pour la mise en place de certaines mesures. Ce que je peux dire aux populations, élection ou pas, nous devons avoir l'esprit de citoyenneté pour rendre nos villes propres. Il y va de la vie de tous. Il y va même, nous sommes totalement d'accord là-dessus. Il y va même de l'image de notre pays. Parce que si nous voulons lutter efficacement contre la pauvreté, il faut qu'il y ait des emplois. Pour qu'il y ait des emplois, il faut l'attractivité de notre pays. Qui irait mettre de l'argent dans un pays où il y a des pandémies, où il y a des risques de pandémie, où il y a des maladies vectorielles partout? C'est pour dire que nous sommes nous-mêmes responsables de l'avenir de notre pays et responsables de l'emploi. C'est bien pris. Alors, M. Youssou Soumaro, aujourd'hui, la solution, j'ai envie de dire, la solution finale pour vous, c'est quoi? Pour qu'on vive dans un cadre sain, agréable? Bon, je pense que le sujet a été abordé par tout le monde ici. Il y a en tout cas un facteur essentiel. Il faut qu'on arrive rapidement au tri de nos déchets. Il faut qu'on arrive rapidement à la valorisation de nos déchets. Pour en faire de nos déchets des matières premières. Et cela va en tout cas susciter, je vais dire, l'intérêt général. Et il ne faut pas se limiter, il ne faut pas se décourager comme tout à l'heure monsieur disait. Moi je pense qu'il faut insister, même s'il y a des vols au niveau de tout ce qui est
corbeilles, etc. Mais il faut arriver rapidement à la valorisation de nos déchets. Et je veux dire, il faut faire confiance à nos opérateurs ici, sur place. C'est bien beau de faire venir des opérateurs avec de grands moyens, mais je veux dire, ça risque d'être un peu cher pour les contribuables. Il faut faire confiance, en tout cas, à nos opérateurs ici en Côte d'Ivoire. Et dès que les moyens sont réunis, je pense que ceux-là peuvent se doter d'outils nécessaires pour, en tout cas, faire ce travail efficacement. Et je vais prendre même un exemple banal pour dire que les femmes aujourd'hui qui balaient sur les grandes voies, sur l'autoroute, on voit des femmes qui balaient, mais c'est dangereux. Ces dames sont livrées à la mort tous les jours. Alors, on prend aujourd'hui, je ne fais pas de la publicité, mais on regarde le troisième pont, oui, qui est géré par une autre entreprise. Mais ce n'est pas des femmes qui balaient là-bas, c'est une aspiratrice qui passe. Je veux dire, on gagne en temps, on gagne en efficacité. Donc il faut qu'on puisse songer à cela. Mais on perd en emploi. Très bien. Non, en tout cas, c'est bien compris. Je veux dire, ces femmes-là peuvent être utilisées. Oui, monsieur. Oui, monsieur d'emploi dont parle monsieur le maire. Combien on donne à ces femmes? Les femmes qui sont sous le soleil, dans la poussière, des fois même c'est 10 000. 20 000 francs même pour que les femmes puissent avoir, c'est tout un problème. Et des fois même, les fonds qu'on donne, on doit donner à ces femmes, ces fonds ne sont pas donnés. Et raison pour laquelle, souvent ces femmes, comment dirais-je, ils sont obligés d'abandonner le travail. C'est un problème. Moi, je ne veux pas qu'on expose les femmes, parce que c'est pour dire qu'on est en train de donner du travail à ces femmes. Si c'est l'histoire de 10 000, très bien, c'est vraiment les dernières minutes. Monsieur Camélan, pour terminer, vous avez parlé du 4. Ensuite, la solution finale. Vous avez. Oui, c'est-à-dire que c'est pas que je mets forcément la population responsable de la situation, mais quand on parle de valorisation des déchets, la qualité des produits de valorisation est liée au tri qui est fait par la population elle-même d'abord. Quand les déchets viennent tout venant, même si vous mettez une unité de tri, c'est difficile d'avoir une bonne qualité des produits de valorisation. C'est la raison pour laquelle on met l'accent sur la sensibilisation, on attire l'attention sur la nécessité d'avoir un esprit civique, nous tous, pour que notre cadre de vie soit propre. Aujourd'hui, on dit qu'un enfant meurt toutes les 30 secondes en Afrique parce qu'il y a l'insalubrité. Quand on rend notre cadre de vie sale, c'est la maladie. Quand on meurt, c'est des dépenses. Et quand on ne peut pas travailler aussi, c'est un manque de productivité qui n'est pas profitable à notre pays. Donc aujourd'hui, il est nécessaire que chacun prenne conscience de la situation. Qu'on regarde droit devant nous et qu'on dise, si nous-mêmes, on ne prend pas sur nous la responsabilité de ne pas salir, on ne pourra pas arriver à avoir une ville propre. C'est la raison pour laquelle, à partir du 4, j'ai dit, tous les premiers samedis du mois, il y a une opération grand ménage. Une opération grand ménage au cours de laquelle chaque citoyen doit sortir, comme on le faisait avant dans nos villages, pour nettoyer devant sa maison. Devant sa maison, quand on nettoie, ce n'est pas parce qu'on a nettoyé devant sa maison que on n'aura pas ce qu'on a envie d'avoir. Et puis, quand on ne fait pas, vous savez ce qui nous arrive? Le maire l'a dit, la ville est sale, le quartier est sale, personne ne veut nous fréquenter parce que notre quartier est sale. En tout cas, votre message a été entendu. Malheureusement, il est l'heure. C'est justement pour cela que je n'avais pas envie que vous reveniez sur des questions qui sont déjà posées. Vous avez remarqué que souvent, vous nous disiez, je voudrais d'abord rebondir sur cela. En tout cas, merci, M. Omer Camélan. Je voulais appeler la population pour le 23 février prochain. Il y a une cérémonie d'engagement national au cours de laquelle même les autorités de ce pays viendront s'engager à faire en sorte que nos villes soient propres. Si les autorités s'engagent, ça veut dire que nous-mêmes, les populations, le petit citoyen doit pouvoir s'engager à rendre son cadre de vie propre. En tout cas, votre message a été entendu. Merci à vous aussi, M. Loukou Kofi. Merci à vous, M. Danho. Et merci à M. Youssouf Soumaoro. On a bien compris que si l'on en demande beaucoup à l'État, on ne peut pas ne pas interpeller les populations aussi sur leur comportement. Les populations, des personnes qui jettent des ordures par-dessus bord de leur voiture. Merci, le débat s'est terminé pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée.